bonsoir monsieur, bonsoir. Merci de votre fidélité. Bienvenue à votre programme du soir, tout au clair sur la télévision du monde. Ce mardi 2 mars 2021, nous consacrons à la politique, mais également nous parlerons du climat social au Cameroun, un climat particulièrement tendu au regard des émeutes, mais encore de ces mouvements risques enregistrés au quartier Kan-Yabassi ou alors au quartier Mbop-Piadouala, à l'origine des mototaximens qui s'opposent vigoureusement aux agents de collecte ou alors de répression de la mesure mise en place par le gouvernement de la République dans le cadre du décret de 2008 portant organisation du secteur de mototaxi au Cameroun. On a observé des scènes particulièrement difficilement acceptables et ce soir, nous avons fait le choix, avec bien évidemment la contribution de nos invités, de nous consacrer en première partie à cette problématique qui revient une fois encore sur la sellette. On a enregistré d'ailleurs ce mardi dans la capitale économique du Cameroun, Douala, à l'issue de ces rixes-là, un mort sur le carreau, de nombreux blessés graves et légers, mais aussi de nombreux dégâts matériels. Mais pourquoi ça coince? Pourquoi malheureusement le secteur de mototaxi à titre honoré a du mal à être organisé au Cameroun? Et précisément dans la capitale économique du Cameroun, avec nos invités ce soir, nous marquerons un temps consacré à cette thématique. Mais davantage, la thématique de ce soir est politique et elle concerne la guerre de succession au sein du Social Democratic Front, du SDF, l'un des partis politiques de l'opposition. Il s'est réclamé d'ailleurs pendant de longues années comme étant le principal parti politique de l'opposition. Ce parti, que dirige encore le chairman John Frondi, est-il à la croisée des chemins? C'est également une problématique sur laquelle nous n'encourons pas avec nos invités de nous y consacrer dans le cadre de ce programme du soir. Je rappelle, l'émission se veut être interactive. 6 96 14 03 12 6 96 14 03 12, c'est le code d'accès à ce programme, mais également LTMTV officiel, c'est un autre code d'accès également pour faire partie de ce programme du soir, tout au clair sur la télévision du monde. Mesdames et messieurs, dans quelques instants, la présentation du panel assez large et éclectique ce soir, mais avant cette transition. Ils seront donc nombreux ce soir, ces invités qui vont nous accompagner dans le cadre de cette émission de ce soir. Et parmi ces acteurs, nous avons justement pris parmi nous un acteur du secteur de mototaxi à titre honoré. Il est Zouk, c'est un nom, il est avec nous ce soir. Il est bonsoir. Merci d'avoir accepté d'être avec nous dans le cadre de cette émission. Merci, je vous remercie pour m'avoir invité ce soir, pour aborder des sujets aussi névralgiques que possible de cette émeute qui s'est passée au marché Mbop aujourd'hui. Alors, à l'entrée du jeu, c'est une constellation par rapport à certains de mes confrères qui se sont retrouvés sur le goudron avec bondé de sang en quelque sorte. Et c'était inacceptable. Inacceptable parce que j'accusais aussi en quelque sorte la légèreté de l'État central. Nous aurons le temps d'y revenir, rassurez-vous. On aura près de 60 minutes à consacrer à cette thématique. Un autre acteur qui va nous accompagner ce soir, c'est un homme politique qu'on ne présente plus. Il est d'ailleurs dans la perspective de la formation d'une jeunesse politique, mais bien évidemment des acteurs politiques de poigne et de haut niveau. Lui, c'est Célestin Djamène. Il est avec nous ce soir. Célestin, bonsoir. Bonsoir Fred, bonsoir à tous les téléspectateurs de LTM Télévision. Merci de m'avoir convié à cette émission, qui est une grande émission d'ailleurs, tout le monde le sait, qui monte en puissance. Je suis heureux de partager avec vous ce plateau, comme d'habitude, dont j'espère que nous serons
à la hauteur pour clarifier nos concitoyens sur les enjeux de l'heure. Merci beaucoup à vous, Célestin Diamant, de nous accompagner dans le cadre de cette émission de ce soir sur la télévision du Monde. Plusieurs autres acteurs politiques vont nous accompagner, notamment le représentant du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, RDPC. Et ce soir, c'est M. Valéry Mbappé Mandengue qui nous accompagne dans le cadre de cette émission. Je rappelle, c'est un acteur communicant pour le compte du RDPC et qui est avec nous dans le cadre de cette émission de ce soir. Monsieur Mandengue, bonsoir. Bonsoir, monsieur Frédéric. Bonsoir à l'ensemble du panel. Un bonsoir particulier à l'ensemble de l'équipe technique dont nous ne pouvons pas réaliser l'émission s'ils ne sont pas à pied d'œuvre. Bonsoir aux millions de téléspectateurs de la télévision du Monde. C'est toujours un plaisir renouvelé de répondre aux invitations de LTM. Merci à vous également, monsieur Valéry Mbappé Mandengue. Juste à votre droite, un autre acteur politique, il vient aussi de l'opposition, et notamment du NMP, le nouveau mouvement populaire. Lui, c'est l'un des très vite rattrapés. J'ai sursauté, merci d'avoir rattrapé. Bonsoir à vos millions de téléspectateurs, à la diaspora. Ils nous suivent beaucoup LTM, c'est très bien. À mon aîné, Célestin Diamant, je suis très content de le revoir. On se voit sur d'autres plateaux le dimanche, on débat beaucoup. À Maître qui vient d'arriver, vous aurez l'occasion de le présenter, monsieur Mandengue, que j'admire beaucoup, éminemment pertinent, c'est-à-dire que la classe politique du RDPC qui va compter demain, et mon cher aîné. Monsieur Mandengue, 2 phrases. J'apporte un soutien indéfectible et total une nouvelle fois à l'armée du Cameroun. Cette armée vit encore une grosse diffamation. J'aurais aimé qu'elle réponde encore une fois de plus à cette méprise par du silence. Mais l'armée a répondu par un communiqué et expliqué qu'il s'étonne de cet acharnement. Au moment où les pseudo-combattants et les pseudo-généraux de plus en plus sont maîtrisés. La situation de plus en plus revient à la normale. Le champ s'est joué dans le sud-ouest, la course de l'espoir a eu lieu, les populations n'y adhèrent pas, on va de plus en plus vers la résolution de cette histoire. Soutien total et indéfectible à cette armée, sans qui effectivement il n'y a pas de vie. Merci beaucoup à vous, Bertrand Tatinda. Également à votre côté, notre consultant, bien évidemment, de tout au clair, Abel Ingribe, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous encore ce soir. Merci de me permettre de dire à ceux qui nous gouvernent, de leur dire ces 3 morceaux choisis très rapidement. C'est vraiment très rapidement. Que je leur ai gardé par rapport au désordre que nous avons vu à Mbopi ce matin et dont nous avons parlé il y a à peu près 2 semaines en sonnant le gouverneur, les préfets, etc. Tous ceux qui essayent de travailler pour discipliner le secteur des mototaxis qui est devenu un secteur dangereux. Je leur ai gardé 3 morceaux choisis. Le premier, la sottise est attachée au cœur d'un garçon. Le bâton de la discipline, voilà ce qui l'éloignera de lui. Proverbe chapitre 22, verset 15. Le prochain? Le prochain, sans commenter s'il vous plaît, très rapidement. Proverbe chapitre 23, verset 13. Ne refuse pas la discipline au garçon. Si tu le frappes avec le bâton, il ne mourra pas. Tu dois le frapper avec le bâton pour délivrer son âme du Sheol. Et le dernier, que j'aime beaucoup, que j'ai gardé à toutes ces forces de l'ordre, c'est Hébreu. C'est le Paul qui parle aux Hébreux. Hébreux chapitre 12, verset 21. Et c'est très important. S'il vous plaît, allons-y rapidement. Toute discipline, c'est
Cependant, elle rapporte à ceux qu'elle a formés un fruit de paix, c'est-à-dire la justice. Merci beaucoup, Abel Limbelebe. On va certainement y revenir dans le cadre de cette émission. Un autre acteur nous a retrouvé dans le cadre de cette émission ce soir, c'est le représentant du Social Democratic Front, le SDF, justement, au cœur de l'actualité. Et il faut le rappeler, il est aussi avocat au barreau du Cameroun, maître Achille Ledjo. C'est toujours un plaisir de le retrouver après un bon break à raison de conditions ou de maladies, mais il nous est revenu en très bonne santé. Achille, bonsoir une fois de plus. Bonsoir mon cher Frédéric, bonsoir à l'ensemble du panel, bonsoir également à l'ensemble des fidèles de ce programme qui nous regardent. Salutations militantes à tous mes camarades combattants SDF, particulièrement ceux de la deuxième. Merci mon cher Frédéric de nous convier à ce débat que je pense que nous serons au thème à la hauteur et je voudrais vraiment le préciser. J'ose croire que nous allons passer des minutes de débat d'idées et non le débat de personnes. Anyway, je salue votre média pour avoir mis ce thème à l'ordre du jour afin qu'effectivement la lanterne de vos téléspectateurs soit éclairée et que tout malentendu soit dissipé. Alors, permettez mon cher Frédéric que je puisse attirer l'attention des autorités chargées du maintien de l'ordre de la ville de Douala et en général le littoral, la région du littoral. Je voudrais ici attirer l'attention de ces autorités sur le respect des droits de l'homme. Véritablement, ce qui se passe dans nos cellules, ici à Douala en particulier, c'est quelque chose d'insoutenable. Vivement que la commission des droits de l'homme prête serment rapidement afin que l'on puisse mettre sur sa table ces cas de violation des droits de l'homme que nous avons documentés actuellement. Alors on aura le temps également d'en discuter dans le cadre de ce programme tout au clair, la question des droits de l'homme et notamment la nouvelle commission qui a été mise en place. On reste avec vous pour justement planter le décor autour. Cette note, vous avez entendu parler de ces émeutes ce matin à Douala. Quelle a été la réaction de l'homme politique mais également de l'avocat que vous êtes après avoir entendu parler de cette bagarre, de cette rixe entre à la fois les éléments de force de maintien de l'ordre, les agents des communes en charge de la sensibilisation et la répression sur le décret du premier chef du gouvernement pour l'organisation du secteur de mototaxi et les mototaximens qui étaient au cœur de cette actualité-là. Mon cher Frédéric, en tant que politique, j'ai un sentiment de désolation d'abord à l'endroit de ces jeunes qui se jettent n'importe comment, ces jeunes qui n'ont demandé qu'à gagner leur vie par la moto, car voyez-vous, c'est l'un des actifs du régime du RDPC. Et ne voyez pas, personnellement, je n'ai pas analysé la situation telle qu'elle se présente aujourd'hui. Je demande le pourquoi de cette réaction. C'est justement parce que, à un moment donné, chers amis téléspectateurs, les pouvoirs ou l'ordre régnant a laissé la main à ces frères qui font dans les motos. Ils se sont permis de se passer pour des gens qu'on ne contrôle plus. Or, maintenant, il est inadmissible pour eux, bien sûr, d'être soumis à un contrôle des pièces. Mais je peux vous dire, moi habitué des commissariats de gendarmerie, je peux vous dire que les 95% des motos qui sont dans ces unités n'ont pas de papier. Pourquoi cela a tant duré? Mais parce que le régime en place, à un moment donné, avait compris que c'est la seule solution pour ne pas arriver à des soulèvements populaires. C'est le seul métier, c'est le seul secteur de lance dans la rue sans connaître les principes de base de la conduite. Alors, et dans tout ça, pas d'assurance, pas de plaque d'immatriculation, pas de vignette et rien
Et puis, le gouvernement avait laissé perdurer la situation. Et les gars se complaisaient dans cette, je veux dire, dans cette situation de no man's land. Allez, actuellement, j'ai fait le tour de la ville, j'observe que ce soit, je veux dire, dans le Vouri en particulier, le mercredi et le jeudi, je suis un homme de terrain, le mercredi et le jeudi, dans la plupart des carrefours, vous allez les voir regroupés avec les choisus. Quand vous interpellez un de ces gars, ils passent un coup de fil à leur camp et voilà comment ils viennent à la rescousse de celui-là qui n'est même pas dans la légalité. Et puis on les stipe des mains de ceux-là qui sont chargés de contrôler la paperasse en ce qui concerne les engins roulants. Et puis ils se disent au-dessus de la loi. Donc aujourd'hui, il faut seulement comprendre que pour rattraper ce retard, pour remettre de l'ordre dans ce secteur, effectivement, on doit vivre encore des cas pareils que nous n'encourageons pas. Alors, Bertrand Tatinda, la faute aux autorités, c'est le point de vue de Maître Achille Lodjo, représentant social-démocratique sur ce plateau. Je suis en grande partie d'accord avec Maître. C'est un métier. S'il s'agissait de moi, j'aurais forcément pas fait de ça un métier. En tout cas, de la façon dont c'est fait. Mais le président, le Premier ministre a décidé que ce soit un métier. On l'a même codifié. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a, comment je vais dire, que des règles à respecter pour être, en quelque sorte, conducteur de mototaxi. Mais sauf que, il faut être honnête. Première des choses pour moi, il faut questionner la pertinence de ce métier au centre-ville de Douala. C'est-à-dire, quand je dis le centre-ville de la ville de Douala. Il faut questionner la pertinence du métier. Il ne s'agit pas de dire que ce n'est pas un métier. J'ai commencé par dire que c'est un métier. Donc ça veut dire qu'il y a des règles, soumis à des règles. Il y a même un décret du Premier ministre qui organise cette histoire. Ils sont organisés en syndicat. Ils rencontrent les responsables administratifs. Donc, ils ont une existence légale. Mais moi, je m'oppose la pertinence de ce métier dans le centre-ville de la ville de Douala. Les images n'étaient pas bonnes. Elles étaient laides, inacceptables pour un pays comme le Cameroun. Et vu du comportement des mototaxis, et même vu du comportement de ceux qui étaient chargés de contrôler aujourd'hui les mototaxis. Ils sont sortis soi-disant pour contrôler les pots libératoires et les permis. Mais à la fin, moi je vois des images de gens qui sont censés contrôler l'impôt libératoire et les permis lancer les cailloux. C'est sérieux? Lancer les cailloux, avoir des barres de bois, poursuivre, lyncher même certains mototaxis. C'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Ils ne sont pas couverts par des autorités de police. Ils ne sont pas couverts par des autorités de police. À côté de ça, ils ont pris toute la ville de Douala en otage. Cette question de mototaxi avait déjà été posée à l'époque de notre gouverneur Bonoko Arounaï. C'est un monsieur qui était pondéré, posé, qui avait une capacité d'écoute terrible. Quand il allait dans les discussions, il expliquait que laissez-moi écouter, j'ai 2 jours pour le faire. Il va très vite être muté. Le préfet Okalia va venir, il va commencer à discipliner cette affaire. Il avait sorti même des gens en chronogramme. Je crois que c'est lui qui est dans cette démarche de les interdire dans certains quartiers de la ville de Douala. Il va être muté. Et puis au nom de la paix civile, au nom, souvent même, comment je vais dire, des questions électoralistes, au nom d'une liaison incestueuse entre ceux qui importent ces motos et une partie de... Il faut dire, il y a de gros enjeux là-dedans. Eh bien, on est arrivé à un moment donné où les mototaxis ont l'impression qu'ils n'ont de compte à rendre à personne. C'est-à-dire qu'il y a certains qui veulent être syndiqués, qui respectent la règle, et puis il y a d'autres qui disaient aujourd'hui que nous allons travailler comme on veut. D'accord. On veut avoir des motos comme on veut. Le gouvernement n'a rien à nous dire. Voilà. Qu'est-ce qui se passe véritablement avec ce secteur? On a du mal à pouvoir l'organiser. Où se trouve le point d'achoppement? Je crois qu'il y a 2 éléments fondamentaux. Il y a bien entendu la cause profonde, mais il y a aussi une question d'organisation matérielle. Sur le premier point, sur la cause profonde, vous savez, les populations des jeunes de 15 à 45 ans forment 80% des personnes au chômage. À partir de là, les jeunes qui apparemment sont allés à l'école pour chercher un diplôme et dont un travail se trouvent sans emploi. Eh bien, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont pas rester au village pour cultiver la terre. C'est dommage parce que la terre peut rapporter beaucoup d'argent. Ils sont donc aspirés ou attirés par les cités. La grande cité comme Douala et Yaoundé, certes. Cependant,
il y a de gros problèmes dans ces grandes villes, des problèmes qui sont inhérents, n'est-ce pas, aux grandes villes. En l'occurrence, la surpopulation, le chômage massif, etc. Donc ces jeunes, pour gagner un peu vite d'argent, un peu plus vite d'argent, c'est-à-dire qu'environ entre 4 500 et 5 000 francs par jour, ben, ils prennent la moto, comme l'a dit maître le juge tout à l'heure, c'est-à-dire qu'ils n'ont aucune notion de conduite, à leur risque et péril d'ailleurs. Ils prennent la moto, ils essaient de gagner leurs 2 000 francs par jour, et ils croient qu'ils survivent comme ça. Bien entendu, il y a une question de fond, qui est la question de permis de conduire, ce qui est tout à fait normal. La question aussi d'impôt libératoire, ce qui est aussi normal, puisque c'est un métier, comme l'a dit Bertrand tout à l'heure. C'est des métiers, donc il faut donc payer les impôts, c'est ce qui est libératoire. Donc la pauvreté profonde, c'est ça, le chômage profond. Parce qu'aujourd'hui, si on leur retire les motos, je crains qu'il y ait une insurrection quasiment populaire et généralisée. Parce qu'au parti, soit ils deviennent de graves criminels, délinquants, agresseurs de toutes sortes, soit là, il faut que l'État affiche un vrai volontarisme politique, qui n'est pas encore là pour l'instant. Par ailleurs, je considère que la risque qu'il y a eu la bataille entre Carrefour Agip et comment dire, Kajasi, me semble tout à fait anormal, parce qu'en vérité, on doit respecter la tenue. L'autorité de l'État doit être respectée dans un pays. Le contrôle mixte, c'est-à-dire que ne peut pas se concevoir, puisque dans un pays normal, c'est les forces de sécurité qui ont l'apanage et l'exclusivité de contrôler les papiers. Un agent d'impôt n'a aucun droit de vous demander vos papiers. Je dis bien aucun droit. Seuls les gendarmes et les policiers, mais les militaires n'ont pas ce droit-là, seuls les gendarmes, sauf en période de couvre-feu et d'état d'urgence, seuls les policiers et les gendarmes ont le droit de vous demander vos papiers. Encore que, faut-il savoir s'il y a dans le coin une situation un peu insurrectionnelle ou précaire. En dehors de ça, aucun individu, fût-il en chasuble ou pas, agent d'impôt pas, ne peut pas vous demander votre pièce d'identité. Donc, il faut donc essayer de différencier les choses. Je pense que si la question de fond est réglée, s'ils ont un emploi correct, ils ne prendront jamais la moto, parce que Frédéric, la moto n'est pas un métier. C'est pas un métier, c'est un métier par défaut, si j'ose dire. On n'est pas allé à l'école pour faire Ben Skinner, ça n'existe pas. Alors, mais ils sont amenés à le faire malgré eux. Malgré eux, ils sont obligés ou amenés à le faire. Valérie Mandinguet, doit-on pouvoir continuer à faire avec les motos au regard, malheureusement, de ces scènes qui sont récurrentes dans la capitale économique et même à Yaoundé? On a enregistré un mort par balle à raison justement d'une incompréhension entre un élément de la police et Ben Tsikiner à Douala. Il y a 2 semaines, il y a eu un cas de mort également. Ce matin, un autre cas de mort. Comment comprendre malheureusement ces situations récurrentes et répétées? Ce que je voudrais indiquer déjà d'entrée de jeu, M. Moutomé, c'est que contrairement à ce que a pu relever ici le représentant du SIF, je voudrais indiquer que globalement, il n'existe pas de faux métiers dans la vie. Et tous ceux qui sont appelés communément Ben Skinner, c'est des personnes qui évoluent avec nous au quotidien. Et je peux vous rassurer que dans ce secteur d'activité, il y a des gens qui ont structuré leur vie et qui ont bâti leur vie. Quand je finis de dire cela, je suis pratiquement d'accord avec les panélistes qui ont pris la parole avant moi, de dire que les images que nous avons vues aujourd'hui, ces scènes de guérilla, ces images ne sont pas des images qui honorent notre pays. Au niveau local, je vais même aller plus loin, ces images ne sont pas des images qui honorent nos autorités locales. C'est-à-dire que l'on aille du gouverneur de la région jusqu'au président du conseil régional en passant par les magistrats municipaux. Donc, ici, nous sommes beaucoup plus, M. Moutomé, dans le cadre d'un travail d'éducation et de sensibilisation. Parce que, voyez-vous, lorsque vous parlez des méfaits ou des contrefaits de la moto, nous avons sur ce plateau une personne qui a été agressée grâce, entre guillemets, à la moto, M. Limbiloubé. Cette agression qui avait ému toute la région du littoral. Donc, il faut comprendre que la nécessité aujourd'hui est dans le cadre de la réforme de sécurisation, dans la réforme d'organisation de cette activité. Lorsque on parle aujourd'hui du problème d'impôt libératoire, moi j'irai plus loin. Lorsque vous parlez d'impôt libératoire, M. Tachinda, pourquoi est-ce que les conducteurs, entre guillemets, de moto ne seraient pas astreints à présenter un certificat d'assurance? Vous portez des gens, vous faites une activité qui elle-même doit être encadrée et vous protéger. Il y a ce problème de deux. Il y a, M. Moutomé,
ce que moi je décris et je dis tous les jours, on joue avec le feu. L'anarchie urbaine. Vous ne pouvez pas me dire qu'un secteur d'activité dont l'État, tous les jours, à travers ses démembrements locaux, tient des pourparlers, tient des séances de travail, tient des tables rondes, vous vous retrouvez dans des zones à quoi, ou dans un stationnement anarchique, vous êtes obligé de vous mettre à rouler à contre-sens pour éviter ce que je peux appeler entre guillemets souvent une meute de jeunes. Je pense que cela est inadmissible. Je vais vous dire pour la petite chose, M. Moutoumé, il y a 2 jours, j'étais à Bonanjo, dans le cadre de la légalisation d'un document. On retrouve des motos-taxis aujourd'hui jusqu'à devant le Méridien, devant la région, même qui traverse la région du littoral, les services du gouverneur. Je pense donc que au-delà aujourd'hui d'émettre un droit accusateur sur X ou sur Y, nous devons être suffisamment conscients que nous jouons avec un enjeu qui est éminemment important, éminemment stratifiant pour cette nation, qui est sa sécurité. Aujourd'hui, lorsqu'on parle du secteur de la moto, un seul terme nous revient en tête, c'est l'insécurité. L'insécurité que nous vivons dans nos quartiers, l'insécurité que nous vivons au quotidien. Et je pense, comme vous, qu'il est grand temps que on prenne ce problème à bras le corps et que des mesures urgentes et palliatives puissent être prises dans les 48 heures pour qu'on retrouve une sorte d'accalmie et de paix. Merci beaucoup à vous, Valérie Mandek. On a la chance d'avoir sur ce plateau un acteur du secteur de moto. Que se passe-t-il? Est-ce que finalement, au regard de tout ce qui a déjà été dit ici, les mototaximans se considèrent comme étant les rois de la route, les patrons de la ville de Douala? Monsieur Frédéric, s'il faut un peu se rabattre aux genèses des émeutes par moto à Douala, depuis mars 2003, au temps du gouverneur Ngounoukoua Onaï, après les émeutes de 6e, comme ça un 6e, où le gouverneur se décide d'arrêter le contrôle dans ce sous-secteur de transport par moto-taxi. C'est d'où la liberté s'est transformée aussi plus tard en libertinage. Quand cette liberté se transforme en libertinage, les politiques, passant par l'administration, se retrouvent en train de matérialiser la moto-taximan à des fins politiques, à des fins post-électorales. Je sais, le représentant du RDPC ne peut pas l'accepter, mais c'est vrai. Non, en ce moment, s'il vous plaît, Valérie, s'il vous plaît. En ce moment, un enfant qui reçoit une promesse de ne mener que la campagne du RDPC, en retour, on ne le contrôle pas. Ça vous étonne, le syndicat a un service de renseignement. Mais bon, toujours est-il, est-ce que finalement, au regard de ce qui se passe, avec ce qu'on a observé encore ce matin à Douala, les mototaxis sont au-dessus de la loi. Ils sont libres de faire ce qu'ils veulent, quand ils veulent et comme ils veulent. Non, les mototaxis ne sont pas au-dessus de la loi. Mais qu'est-ce qui se passe alors? C'est juste qu'on ignore une chose. Quand la misère traverse les limites, la loi n'existe plus. Quand le pouvoir quitte les institutions et se retrouve dans la rue, les qui ont donné le pouvoir aux mototaximans dans la rue, ce sont les administrateurs. Est-ce que vous saviez que les syndicats ont perdu leur valeur à Douala à cause des multiples temps que l'administration a développé personnellement? Quand les syndicalistes avaient de l'autorité à Douala, on ne constatait pas tout cela. Les qui ont créé le contrôle, les différents contrôles qui se passent à Douala, ce sont des camps, les présidents des camps, et non les syndicalistes. Aujourd'hui, ce sont les syndicalistes qui sont fichés, parce que on nous miroite et on ne voit que nous. C'est un tort que le gouvernement n'a qu'à prendre cette responsabilité-là entre les mains. Dernièrement, à la réunion de monsieur le gouverneur, j'ai eu à m'atteler ceci. Douala a un livre d'or. Chaque administrateur a pour devoir d'écrire son histoire à l'intérieur. Que vous l'écriviez positivement ou négativement, le temps nous jugera. Quand on voit ce qui s'est passé à Mopi aujourd'hui là, c'est désolant. Est-ce que vous saviez qu'après Mopi, les présidents des syndicats ont été pourchassés jusqu'à chez eux? Mais allons au sérieux. Allons au sérieux. Parce que on les a donné cette autorité avant Mopi.
Moi, j'ai été sidéré de voir l'autorité gouvernementale, dont le sous-préfet de Douala 3e, à Yassa. Les cailloux nous ont rejoints à la brigade de Yassa. Les cailloux pleuvaient comme si c'était de la pluie. Allons au sérieux. Mais c'était toujours les Bensikina qui lançaient ces cailloux. Donc finalement, les Bensikina... Permettez-moi, pour une seconde. Ces Bensikina ne sont pas forcément les Camerounais. C'est pour cela que je pointe du doigt accusateur à ces administrateurs qui savent d'où provient le problème. Que Yassa est pris en otage par les Centrafricains et les Tchadiens. Ce ne sont pas des Camerounais. D'accord. Comme Bopi aujourd'hui là. Ce n'était pas les Camerounais. En toute franche vérité, je peux même mordre la langue si je suis en train de mentir. Merci beaucoup à vous. Alors, Abel Ibilobert, finalement, la faute n'est pas celle de mototaximens camerounais, elle est davantage la faute des autres mototaximens qui viendraient des pays voisins. C'est d'ailleurs le discours qui a été tenu par Samuel Bahadiboua, gouverneur de la région, lors de la dernière concertation à la suite de la Arisra à Yassa. Non, je ne suis pas du tout d'accord avec ce type d'approche. Et je suis étonné que le gouverneur puisse dire ce genre de choses. Parce que pour arriver à ce type de discours, il faut des études sérieuses qu'ils n'ont pas menées. Il faut un recensement pour savoir que sur 400 000 Bensikina ou 30 000 Bensikina qu'il y a à Douala, 25 000 sont d'origine étrangère. Ils n'ont pas fait. Et c'est une tentation dans laquelle succombent très facilement les gens dans nos pays. Et vous savez, à l'époque, je suis passé en Côte d'Ivoire, il y avait l'insécurité partout. Et tout le monde disait que c'était les Ghanéens, c'était les Togolais, et c'était tous les petits pays qui étaient autour de la Côte d'Ivoire et qui avaient des difficultés économiques, etc. Et on estimait. Mais quand Oufoué Boigny a fait faire une étude, on s'est rendu compte que les gens qui étaient arrêtés dans les commissariats de police, des brigades de gendarmerie, ce n'étaient pas les Ghanéens. C'était les Ivoiriens qui faisaient de l'insécurité dans leur propre pays. Donc il faut faire attention avec ce type de choses. Pour vous, ce sont les Camerounais qui sont à l'origine. Ce sont des acteurs. Il peut y avoir des étrangers. Les étrangers ne créent pas plus d'insécurité. Les étrangers ne payent pas moins d'impôts libératoires que les Camerounais. Il ne faut pas faire comme si les Camerounais qui sont dans ce secteur, eux, ils se comportent bien et c'est les étrangers. Non. Parce que vous avez entendu les acteurs. Vous avez entendu tout le monde, y compris Mandeng qui peut être considéré ici comme le défenseur du régime. Vous avez vu tout le monde implique ou évoque la responsabilité des décideurs qui ont joué avec un secteur d'activité qui en lui-même est un potentiel de désordre, mais aussi une bombe. Vous voyez maintenant à quel stade on arrive. Mais quand vous voyez ces images, j'ai envie de poser une question. Que font des gens qui ne sont pas des éléments de force de l'ordre dans des opérations de maintien de l'ordre? Que font ces gens inchoisibles qui ne sont pas formés, qui n'ont pas de protection, qui peuvent eux-mêmes être des bandits, qui peuvent eux-mêmes être des victimes des bandits? Qu'est-ce qu'ils font là-dedans? Il manque les policiers pour s'occuper de ça. Que font ces gens inchoisibles qui pourchassent des Bensikina alors que les policiers arrivent après? Donc il y a donc une espèce de formalisation. C'est-à-dire que l'administration elle-même, je ne sais pas ce qui se passe. Je ne sais pas qu'est-ce que les gens se disent dans ces réunions dites de sécurité. Je ne sais pas qu'est-ce que, quand le maire s'assoit avec le gouverneur, les préfets et les syndicalistes des Bensikina et je ne sais pas qui, de quoi vous parlez là-dedans pour prendre la décision que c'est des personnes qui ne sont pas des policiers, qui ne sont pas des gendarmes, qui viennent assurer des missions de maintien de l'ordre. Parce que quand vous allez faire les contrôles, je voudrais plutôt chuter par un soutien. Allez-y donc. Je veux soutenir ceux qui prennent enfin la décision d'aller mettre de l'ordre dans ce secteur. Je veux néanmoins les soutenir. Malgré que les gens peuvent se répandre en conjecture pour rechercher les causes lointaines,
Je veux leur rappeler ce que j'ai lu tout à l'heure. Très rapidement, s'il vous plaît. Monsieur le gouverneur, monsieur le préfet, monsieur le maire, monsieur le maire de la ville. Allez-y, s'il vous plaît. Toute discipline, c'est vrai, ne semble pas pour le présent être une joie, mais une peine. Plus tard, cependant, elle rapporte à ce qu'elle a formé un fruit de paix, c'est-à-dire la justice. Merci beaucoup. Mettez la discipline. Si vous avez, laissez-moi terminer, s'il vous plaît. Si vous avez décidé de faire du bensiking un métier, s'il vous plaît, vous avez décidé de des règles pour organiser ce secteur. Si vous laissez cette situation perdurer, c'est vous qui allez être les responsables. Alors, peut-on véritablement réguler ce secteur au point d'éviter ou de ne plus vivre pareil? Vous étiez tout à fait pessimiste au début de cette émission en disant que malgré tout ce qui est fait aujourd'hui, on arrivera malheureusement toujours à des scènes comme celle-là. Oui, mon cher Frédéric, je voudrais rectifier ce que, si vous me permettez, M. Valéry m'en a dit. Ça causera 2 minutes seulement. Bon, dans tous les cas, c'est mon temps de parole. Je n'ai pas dit que c'est un saut métier. J'ai tout simplement précisé ici que c'est un métier, n'est-ce pas? C'est un secteur d'activité où, avec votre argent, vous pouvez acheter une moto, vous mettre en route sans maîtriser les règles de base de la conduite. C'est tout. Maintenant, j'ai tiré la responsabilité des gouvernants. Est-ce qu'on peut réguler ce secteur d'activité? Oui. Comment? Mais seulement, ça ne sera pas du tout facile. Parce que dans la tête de ces Camerounais concitoyens qui sont chaque jour sur la moto, ils ont déjà inculqué en eux le principe suivant lequel ils sont les rois de la ville. Quand un moto-taximène te choisit sa route, il part. Dès que tu sors de ton véhicule, il est déjà parti. Et quand bien même tu as des moments où tu lui mets la main dessus, c'est les autres qui viennent t'envahir pour les siper et ils s'échappent. Quand c'est toi qui le frôle au point où il tombe, tu dois absolument, je dis absolument, et manu militari, t'occuper de lui. C'est normal, c'est l'assistance à personne en danger. Je ne dis pas non, mais seulement il faut vivre le feu de l'action pour comprendre que c'est un métier où je pourrais dire que c'est un moment là, c'est-à-dire il n'y a rien qui est régulé. Tout ça justement parce que c'était un fonds électoraliste. Mon voisin de droite vous a précisé tout à l'heure. Peut-être vous avez semblé ou fait semblant de ne pas le comprendre. C'est-à-dire que le régime du RDPC n'a pas régulé ce secteur d'activité à volonté. Ce n'est pas parce que ça a dépassé le RDPC. Déjà que rien ne peut être au-dessus de la loi. Et je suis d'accord encore avec M. Djamène quand il dit la tenue se veut d'être respecté. Donc, si M. Moutomé se place devant moi avec la tenue et que je me rends, j'inculque déjà en moi que quel que soit celui qui se passe devant moi avec la tenue, je dois obtempérer, alors le reste, c'est une question d'éducation. Quand le RDPC refuse d'organiser ce secteur parce que a peur de faire face au mécontentement de ces gens qui sont en majorité des électeurs potentiels, alors qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? C'est de fermer les yeux sur tout ce qui se passe et puis, bonjour, bonjour les dégâts. Bonjour les dégâts, ce qu'on a vu en Mbopi aujourd'hui, je vous le dis, je parie et je discute avec personne. Vous allez encore voir des cas pareils parce que absolument on veut réguler un secteur qui était déjà dans l'anarchie. Alors, Bertrand Tatsimba, en 2 minutes, quelle proposition ou comment faire pour mieux organiser ce secteur, même si on peut y avoir encore quelques brebis galeuses? C'est très difficile. C'est très difficile. Au moment où nous parlons, réguler ce secteur n'est pas si facile que ça. Pourquoi? Parce qu'au moment où nous parlons, certains parlent de 400 à 600 000 motos dans la ville de Douala. Écoutez les chiffres. 400 à 600 000 motos. Quand vous prenez les responsables de sécurité, notamment de police et de gendarmerie, je ne sais pas s'ils font ces effectifs.
De un. De deux, vous avez des jeunes qui sont responsables, comme l'a dit M. Mandengue, qui font ce métier. Mais vous avez 15 à 20% de jeunes dans ce métier qui disent que ne nous demandez rien. On fait ce qu'on veut quand on veut. Qui sont là. Et c'est eux qui étaient les plus actifs aujourd'hui. Parce que depuis un certain temps, quand vous circulez dans la ville de Douala, vous voyez quand même déjà certains avec des chasubles qui sont numérotés. Vous voyez Grand Hangar, vous voyez Nebel, vous voyez. Donc, ils comprennent la nécessité pour eux d'être dans un métier régulier qui les protège eux. Et comme l'a dit M. Mandengue, eh bien, quand vous faites un métier et que vous êtes en règle, vous êtes véritablement en sécurité. Parce que vous êtes même couvert sur le plan des assurances. Mais vous allez faire comment de ces 15%? Et il y a quelque chose d'important. Douala a connu une forte immigration de jeunes. Ça, il ne faut pas le nier. Vous avez des jeunes qui viennent d'un pays voisin qui, en ce moment, en proie à de gros problèmes de sécurité. Vous avez certains qui ont immigré de l'extrême nord du Cameroun, qui sont venus dans la ville de Douala. On a eu des problèmes dans le Nozo. Ce qui fait qu'on s'est retrouvé avec des jeunes qui sont arrivés dans la ville. Quand maître parle de l'achat d'une moto de 500 000, mais maître, vous parlez d'une moto neuve et de bon standing. On achète une moto à Douala même à 50 000. On la vole. Moi j'ai mon mécano, on a volé sa moto 3-4 fois. Donc les motos se discutent au marché noir. C'est-à-dire qu'il y a le marché noir de la moto illicite, de véritables voyous, et là le marché noir et il y a l'achat des motos de façon régulière. Pour moi, la première des choses à faire du gouvernement, c'est que dans la République du Cameroun, une moto, un numéro d'immatriculation, un propriétaire. Absolument, je dis dans la République. Ça peut commencer au niveau des arrondissements, le fichier monte au niveau des départements, au niveau des régions. Que chaque moto qui circule à l'intérieur du territoire camerounais ait un propriétaire de nom connu et un numéro d'immatriculation. Alors, mais ça, déjà, c'est le début pour moi d'une régulation de ce secteur. Alors, est-ce que cette méthode est possible dans le contexte actuel? Si Douala, à lui seul, avec un peu plus de 3 millions d'habitants, compte près de 600 000 motos, qu'en est-il de Yaoundé? Qu'en sera-t-il de Bafoussam ou des autres régions du pays? Douala a à peu près 5 millions d'habitants. Donc ça, c'est relativiste. J'ai parlé de 3 millions 5. Si vous voulez, mais je pense que Douala a environ 5 millions d'habitants. Bon, là, ce n'est pas le débat de fond. Ce qui est important, c'est de savoir qu'il y a un problème fondamental. Les baisses qui apparaissent en 91, je crois, pendant l'événement, parce qu'en réalité, il n'y avait pas de taxi, il y avait les cartons rouges, on a laissé les voituriers, etc. Donc les gens inspirés ont pensé qu'on pouvait gagner de l'argent avec un peu de moto, avec la moto. Et ça a perduré. Ça a perduré parce que le chômage sévissant, et bien les jeunes pensaient que facilement on pouvait gagner sans permis de conduire, sans aucune modalité prescriptive, son argent très rapidement et très facilement. Maintenant, le cas de Douala est assez spécial parce que Douala est réputé pour être une ville très rebelle, parce qu'à Yaoundé, dans la périphérie, les motos sont confinées dans la périphérie. Il n'y a pas de moto au centre-ville. Donc au Cameroun, c'est possible puisque Yaoundé le fait. Maintenant, j'ai le souvenir que depuis M. Okala Biaye, quand il était préfet dans le Vouri, il a tout fait, c'est même pratiquement agenouillé devant les pinskinaires, pour qu'ils payent au moins la moitié de l'impôt libératoire. Ça ne marche pas, voilà. Donc c'est soit on sort le billet, ou soit on sort, je sais pas, l'armée, pour contraindre les gens à payer leur impôt libératoire, bien à supprimer ce métier, en leur rétrocédant un emploi plus ou moins décent. On ne fait pas la moto par plaisir. On ne choisit pas de devenir baskineur. C'est un métier accidentel. La plupart sont allés à l'école, ils ont eu des diplômes. Maintenant, c'est la réinsertion sociale. C'est pas ce problème. Tant qu'on n'a pas résolu cette question de fond, cette émission, dans 10 ans, on l'aura encore. Hein? Oui, on l'aura encore dans 10-20 ans. Les mêmes causes reproduisant les mêmes effets, eh bien, on aura toujours ce type de débat dans 10-20 ans. Donc il faut d'abord afficher un vrai volontarisme politique, c'est très important. Tant qu'on n'affiche pas une volonté politique absolument irréprochable, je crois qu'il y aura toujours malheureusement un vivier de gens qui se sentiraient toujours un petit peu vulnérables, dans le sens que ils ont l'impression que ils ont tous les droits. On n'a pas le droit d'avoir des rixes, surtout en période révolutionnaire, avec la police ou la gendarmerie. Un État doit être organisé. Je regrette de le dire. Le Cameroun est un État où il ne l'est pas. S'il est un État, je pense que le minspineur, comme les autres, doivent être soumis au contrôle. Cependant, l'approche, et là je rejoins un peu Elimbi, parce qu'en vérité,
le fait de dire que ce n'est pas les Camerounais qui font du boucan, etc., me paraît un peu superficiel et léger. Pourquoi? Parce qu'en vérité, dans un pays, c'est la loi républicaine qui doit frapper ou blanchir tout le monde. Qu'on soit tchadien, qu'on soit nigérian, qu'on soit malien, on est sur le territoire camerounais. Et le territoire de la République a des lois. Quand vous allez en France, quand vous prenez le métro, vous respectez, n'est-ce pas, la nomenclature. Quand vous allez à l'hôpital, vous respectez les normes françaises, partout. Étranger ou pas étranger. Maintenant, je comprends qu'il peut y avoir des peines, on va dire, accessoires, dans le sens que si on est tchadien, qu'on commet une infraction au Cameroun, on peut vous rapatrier. Ça, c'est normal aussi. Mais fonder un discours autour du fait qu'il est tchadien, il est machin, ça veut dire quoi? On va exempter les Camerounais? Non. D'accord. Il faut vraiment savoir qu'il y a des lois dans ce pays et que ces lois doivent être respectées. Alors, il y a des lois dans ce pays, les lois sont là, mais elles ont du mal à être appliquées. Les autorités ont-ils suffisamment de volonté aujourd'hui, Valérie Mandingué, pour faire de ce secteur un secteur avec lequel on doit pouvoir compter? Écoutez, la première des choses pour répondre à votre question, M. Montomé, c'est que je m'insurge, mais alors durement, contre le discours dangereux et révélateur que nous a produit le représentant syndical sur ce plateau. Lorsque vous vous mettez dans une posture où c'est les autres qui ont la faute et vous ne vous reprochez de rien, il y a un problème. Ça veut dire que on a échantillé sur ce plateau des personnes qui, le jour, disent qu'ils veulent assainir syndicalement la moto, la nuit sont des acteurs du blocage de toutes les réformes d'assainissement. Vous ne pouvez pas dire ici que c'est du fait, mais sous le nom m'échappe, le chiffre du commissariat m'échappe, ils avaient 12, vous dites? Lors des sous, il y a un commissariat là, central, juste à côté. C'est pas le central Mocat, juste avant. Avant YSTDI, là, sur la zone d'YSTDI, nous avons vécu où des jeunes sont allés assiéger tout un commissariat et pratiquement le mettre à feu et à sang. Ce n'est pas une question du RDPC ou d'une formation idéologique, c'est une question d'éducation. La deuxième chose que je voudrais vous dire, monsieur le représentant syndical, nous sommes en face d'un problème qui nous demande que des personnes se conforment à la réglementation. Lorsque vous discutez avec des beskineurs au quotidien, à la fin de la journée, lorsqu'ils versent la recette et les autres petites charges, ils peuvent se retrouver à 5 000. Voici des gens donc, des agents économiques qui produisent au bas mot 10 000 francs, mais d'abord un problème de volonté. Parce que si ces jeunes ont la volonté de pouvoir se conformer, il n'y aurait pas ces déshydratants qu'on a vu aujourd'hui. Mais je peux aussi être d'accord, un temps soit peu, si mon cher frère du SDF me le permet, que nous devons augmenter le niveau de coercition. Parce qu'à partir du moment où l'autorité de l'État n'est plus respectée, c'est le début de l'anarchie. Donc il est question qu'aujourd'hui, que ce soit sur le plan municipal, Douala est un échantillon. Moi je sors de l'extrême nord. Vous retrouvez les mêmes problèmes à l'extrême nord dans le cadre des mototaxis que vous retrouvez à Douala. Donc c'est une question aujourd'hui qui impose que les responsables administratifs prennent leurs responsabilités. Vous n'avez pas demandé à M. Biya d'aller stationner les gens au niveau d'anciens Dalit. C'est pas possible. D'accord. C'est du foutage de gueule. Donc à un moment, nous avons besoin qu'un certain courage administratif. Le maire de la ville a indiqué il y a quelques jours qu'il va lancer une opération de nettoyage des trottoirs. Pour l'instant, ils sont encore à la phase de sensibilisation. Lorsqu'on parle du problème de la moto, mais on atterrit sur un autre problème, M. Tachinda. C'est le problème de l'incivisme urbain. Parce qu'aujourd'hui, quand vous parlez de la moto, quelle est cette ville économique attrayante qui attire des investisseurs, où on doit retrouver du gombo qui est vendu au rond-point à 22 heures. D'accord. Donc toutes ces autorités sont appelées à prendre leurs responsabilités. Et là, c'est le citoyen Valérie Mandingué qui parle. Alors, pas le militant du RDP. On sortira avec Abel sur la question des responsables administratifs, s'ils ont suffisamment d'entrants, si au-delà des textes, ils ont la ferme volonté de pouvoir mettre en œuvre les textes qui ont été mis en route. D'ailleurs, on a coutume à dire au Cameroun qu'on a de très beaux textes, mais ce qui manque, c'est l'application de ces textes. Alors, est-ce que les Bensikinois eux-mêmes, en reconnaissant leur part de responsabilité, leur part de faute, sont prêts aujourd'hui à faire main
même route, main avec les autorités pour justement organiser ce secteur. Quelqu'un l'a rappelé sur ce plateau, il y a certains qui déjà ont compris la nécessité de devoir organiser le secteur des mototaxis à Douala. Monsieur Frédéric, permettez-moi de rétorquer sur ce que M. Manangé a dit tout à l'heure. Je n'ai pas dit ici que je m'inscris en faux sur la réglementation des mototaximans à Douala. Étant donné que personnellement, j'ai aidé les mototaxis, 400 mototaximans à obtenir le permis de catégorie A. Pourquoi je jette un regard sur l'administration centrale? Ça, on l'a compris. Mais maintenant, est-ce que vous, les Bentigna, vous-même, vous avez dit, vous avez des 400 Bentigna pour pouvoir obtenir leurs documents, notamment le permis qui est demandé sur la route et qui est à l'origine de cette rixe. Est-ce que vous amènerez d'autres? On parle de 600 000 motos à Douala. Ça veut dire de 600 000, c'est un peu aberrant. Parce que c'est plus de 600 000. Sur les investigations que vous avez amenées auprès des concessionnaires des motos, sans vous mentir, il n'y a pas 400 000 Camerounais qui conduisent la moto à Douala. Mais on recouvre plus de 300 000 étrangers qui dictent leurs lois dans la ville de Douala. Vous allez beau accuser les X et les Y. Ceux-là qui agressent par moto ne sont pas les mototaximans. Ce sont les bandits qui se sont transformés, qui utilisent les motos comme leur gagne-pain pour pouvoir agresser. Et à partir de 19h jusqu'à 20h. C'est leur heure. Pourquoi de telles choses arrivent ici à Douala? Ça doit vous étonner, M. Tadjida. Moi, je ne supporte pas l'incivisme orchestré par des étrangers sur la terre camerounaise. Non, parce que ce que j'ai vécu à Yassa, ce n'était pas les Camerounais. Ils ont clamé haut et fort devant le sous-préfet de Douala 3e, parce qu'il était tout près de moi. Que vous n'allez pas, vous allez faire ça ailleurs, mais ici, c'est nous. Alors, est-ce que vous qui êtes Camerounais, qui exercez dans le secteur de la moto, est-ce que vous êtes prêt aujourd'hui à vous conformer? Ou alors... Personnellement, en tant que syndicaliste, oui, je suis conforme. Parce que je ne me reproche de rien. Mais il y en a qui sont pas. Mais certains ne le sont pas. Pourquoi? Pourquoi? Est-ce que je ne veux pas un peu écorcher l'aspect économique et ça, c'est au regard des gagne-pain. Ça veut dire choisir d'aller acheter le soir plutôt que d'aller acheter le carburant qui est de très bonne qualité. Je ne sais de dire ceci là. Ne laissez pas, ne jetez pas des bombes sur les mototaximans. Les mototaximans ne payent que les prix. Nous, on a longtemps élaboré les projets pour pouvoir éloigner les mototaximans sur les routes. En l'occurrence, mon dernier projet était sur l'agriculture. Opération 1000 mototaximans dans l'agriculture. C'est désolant. C'est désolant. Il y a certains qui tirent le fistel dans l'ombre pour que le mototaximan ne recouvre pas la vie qu'il recherche. D'accord. Parce que, permettez-moi, parce que il les utilise à des fins politiques. Je dis haut et fort, à qui il faut entendre. Il y a certains de nos confrères qui appartiennent à votre formation politique, M. Manangé. Et il clame le nom de votre parti politique chaque jour que tu as créé sur le plateau de télévision. Mais est-ce que c'est ça? C'est ça qui réglemente le secteur? Non. Merci. On va sortir avec la belle. S'il vous plaît, monsieur. Permettez, monsieur Manangé. Très rapidement. Moi, j'ai assisté à un séminaire à l'hôtel Sahara où un Tunisien disait qu'il fera de Douala la ville touristique des mototaximans. Est-ce que cela est normal? Alors, pour un pays qui se veut respectable. Alors, en soir avec vous, doit-on supprimer purement et simplement si on a du mal à organiser ce secteur d'activité? J'ai eu à le dire dans une émission que vous avez organisée avec un autre représentant syndical qui nous expliquait, avec outrance d'ailleurs, que c'est l'informel qui construit le Cameroun. Que ce secteur d'activité est à supprimer. Parce que ce secteur est un secteur parasitaire. Ce secteur vide
nos localités rurales de la main-d'œuvre nécessaire à l'accomplissement des activités économiques qui, depuis la nuit des temps, ont construit le Cameroun. L'agriculture. J'ai donc déjà eu à le dire. Je veux revenir sur quelque chose qui me paraît essentiel. Il reste une minute d'abord. C'est quoi un métier? Qu'est-ce que c'est un métier? Est-ce que les vendeurs de médicaments de la rue font un métier? C'est des professionnels d'un métier? Il appartient au gouvernement de définir ce que c'est qu'un métier. Il n'appartient pas aux acteurs d'une activité de dire que leur activité est un métier. Le gouvernement considérait cette activité comme une activité formelle. Demain aussi, on peut donc s'attendre que le gouvernement, par son attitude, à installer les gens. Mais moi, je ne suis plus dans le registre de la critique systématique. Je veux dire au gouvernement que vous voyez donc que les discours qui sont tenus par tout le monde vous mettent en cause. C'est-à-dire que la conclusion de tout le monde est que vous avez édité des règles et vous ne vous donnez pas la capacité à faire respecter ces règles. Or, ces règles, vous ne les avez pas inventées aujourd'hui. Elles existent depuis la nuit des temps. Elles sont élémentaires. Pour conduire un engin sur la voie publique, il faut un permis de conduire. Ce n'est pas une nouvelle règle. Pourquoi vous arrivez à une situation où les gens conduisent sans avoir la qualification nécessaire pour conduire? Tout le monde, sachez-le, monsieur le gouverneur, monsieur le préfet, sachez-le, monsieur le maire, sachez-le, monsieur le ministre des Transports et les membres du gouvernement. Ce que les gens attendent dans les maisons, ce ne sont pas les explications pour dire si c'est le chômage. Le chômage n'amène pas quelqu'un à avoir le droit de transgresser les règles. Merci beaucoup. Ce n'est pas parce que quelqu'un sait que si vous voulez le sortir du chômage, vous lui accordez une tolérance qui devient une culture de l'incivisme. Si les gens roulent en sens inverse sur la voie publique, c'est parce qu'ils savent que vous êtes pris dans un jeu qui est que un certain discours de complaisance, du politiquement correct, vous a privé de la capacité à exercer la coercition nécessaire. Merci beaucoup. C'est ça qu'il est question. Merci beaucoup. Je vous ai mis ce verset public pour vous dire que c'est pas pour tolérer l'inconduite. Hein. Je dis que le chômage célestin n'explique pas la prolifération des acteurs qui ne respectent pas la règle. Merci, s'il vous plaît. On va pas s'attarder sur ça. Monsieur, s'il vous plaît. Pour quelle raison quelqu'un est devenu bensikineur? Ça n'a pas d'importance. Il faut t'interroger sur les causes profondes. Le gouvernement n'a pas voulu réprimer les électeurs parce qu'ils avaient peur de faire un Didier électoral. Merci, s'il vous plaît. Ça c'est malhonnête de la part. Je les ai terminés là-dessus. C'est à Douala que son gouvernement paie les élections. Monsieur, merci beaucoup. Alors, on va prendre la prochaine thématique. Les élections, quand vous regardez les élections en ce temps, on regarde les élections locales. Oui, on regarde les élections locales. Les élections locales, vous avez dit que ce sont les mêmes qui en ont fait le fonds de commerce. Qu'est-ce que tu parles? Merci beaucoup.
Merci, monsieur, s'il vous plaît. Monsieur, mettez le job, s'il vous plaît. Monsieur Limbi, vous ne parlerez pas. Monsieur Limbi. Nous revenons sur le plateau pour immédiatement embrayer avec le prochain sujet qui porte sur le Social Democratic Front. C'était le principal sujet ce soir. On a dû faire une digression à raison des malheureux événements enregistrés ce matin. On ne reviendra pas. Nous voulons dire merci précisément à ce syndicaliste des mototaxis qui a accepté d'être avec nous cette fin de soirée. Il leur merci encore d'être venu, mais surtout essayer de conscientiser davantage, d'éduquer les mototaximens pour que finalement l'ordre revienne à la loi. C'est le principe, c'est la loi qui codifie et encadre nos sociétés. Il est donc de bon ton que les mototaximens également s'allient dans la volonté politique des gouvernants. Alors on va entrer dans le sujet qui nous concerne ce soir et principalement le sujet sur le Social Democratic Front, et nous allons l'ouvrir avec Abel Bilobé. Abel, que se passe-t-il aujourd'hui au sein du Social Democratic Front? On sait l'actualité au sein de cette formation politique a davantage été l'annonce faite par le chairman John Frondi de se retirer principalement, je veux dire, des affaires politiques ou alors des élections dans l'univers politique camerounais. Ben, écoutez, il m'a été donné de dire ici que si M. Frondi, en fin de compte, au moment où le SDF est pratiquement agonisant, s'est rendu compte qu'il était dans l'incapacité de conduire cette formation politique vers le succès pour lequel il a été créé, parce qu'il n'a pas été créé pour passer de 43 députés à 5 députés. Il a été créé pour passer de 43 députés à 50, à 60, et ainsi de suite, et arriver au pouvoir. Si M. Fouri, après une bonne trentaine d'années, finit par avoir à l'esprit de faire son introspection et d'envisager de passer la main, ça relève d'une évidence, mais en même temps, je dis, ça vient trop tard. Ça vient tellement tard que je me demande si le prochain qui voudra bien conduire cette formation politique ne recevra pas une espèce de cadeau empoisonné. Parce que comment partir de 5 députés à une majorité qui vous permettra un jour de gouverner? Comment vous allez faire? Donc, si M. Foundi est arrivé à cette conclusion, c'est tant mieux. Mais en même temps, je ne m'explique pas la dissonance de discours qu'il y a. En quoi est-ce que le fait que M. Foundi annonce qu'il veut partir amène par exemple le SDF à ne pas avoir une politique cohérente au niveau du Parlement, lorsque M. aussi soutient l'idée que les députés de la République, les représentants de la nation camerounaise doivent répondre aux outrances de quelques individus aux États-Unis, et que M. Nietzsche se lève le lendemain pour apporter sa désapprobation par rapport à l'attitude du premier vice-président. Parce que quand le premier vice-président d'une organisation pose un acte politique de cette portée, tout le monde s'attend à ce que ce soit une politique, une position du parti. Mais quand on voit un président régional qui se lève pour dire au premier vice-président, monsieur, ce que tu fais là n'engage que ta personne seule, eh bien, il m'a été donné l'autre jour de féliciter monsieur aussi parce que la position qu'il a prise par rapport à l'action
de 61 députés du Parlement camerounais est une position politique éminemment sage et intelligente. Alors, Valérie Mandingue, autour de cette question aujourd'hui, est-ce qu'on peut penser que malheureusement, ça ne va pas très fort au sein du Social Democratic Front? Écoutez, sans être militant de cette formation politique, je pense que ce soit pour vous, que ce soit de la vie générale des autres panélistes tout à l'heure, il est clair que ça ne va pas au SDF depuis, c'est pas aujourd'hui. Et je pense que le dernier indicateur fort a été le score, c'est que cette formation politique a produit aux dernières présidentielles. Parce que nous allons quand même d'un parti qui était dans les 42-43% dans les années 90 pour 3% en 2018. Donc il faut s'interroger sur les réelles causes. Je vous rappelle, M. Moutomé, qu'il y a près de 2 mois, 3 mois, vous nous avez invités toujours ici et on débattait d'une thématique qui concernait l'UDC. Et nous sommes arrivés dans le cadre de l'UDC, pratiquement même conclusion du problème qui mine le SDF aujourd'hui. Lorsqu'on disait à M. Sambaka qu'on ne peut pas vendre une chèvre à Fumban et que la corde soit à Douala, c'était une façon de dire à M. Sambaka que l'électorat de base de l'UDC est à Fumban, est majoritairement entre guillemets Bamoun. C'est la même chose que nous vivons aujourd'hui. Aujourd'hui, les batailles de succession qui font rage depuis les présidentielles au sein du SDF, il faut le rappeler, cela a pris corps par les disparitions d'un certain nombre de cadres. Lorsque vous avez des cadres comme Lotinsame, le maire Lotinsame qui s'en va, qui est parti, lorsque vous avez eu la disparition d'un baron, c'est-à-dire que d'une branche forte de M. Ni John Foudi, qui est M. Mbandam, il est clair que, avec des départs comme Abel Limbiloba et d'autres, il est clair que un vaste chemin s'ouvre. Et lorsqu'un vaste chemin s'ouvre, lorsqu'il y a une absence, ce vide va être comblé. Or, ce que nous vivons aujourd'hui est suffisamment alarmant. Parce que, tenez-vous tranquille, sur le plan hiérarchique, il va très mal que le vice-président qui est le supérieur hiérarchique sur le plan du parti prenne une position de souveraineté, c'est-à-dire de dire qu'au regard de ce que nous avons vu en Libye, au regard de ce que nous avons vu en Irak, au regard de ce que nous avons vu en RDC, nous ne voulons pas d'invasion chez nous, et que dans le même parti, un député qui est cadre, parce que je vous rappelle que M. Nietzsche est un ancien vice-président de l'Assemblée nationale, qui est cadre, fait une sortie à son tour pour désavouer, entre guillemets, son vice-président. Faites un tour sur les réseaux sociaux, vous verrez que le malaise est profond au sein même du SDF. Vous avez par exemple un cadre politique de cette formation, Maître Paul Payéré, qui a fait une sortie il y a 2 jours, qui a indiqué que il faut faire attention aux réactions épidémiques qui visent à déconstruire. Et lorsque vous allez aujourd'hui sur la page de l'un des communicants de ce parti, Xavier Bellemé, qui a communiqué sur une réunion du NEC qui va se tenir dans quelques jours, un seul nom revient en termes de malaise au SDF, c'est M. Nietzsche. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde, tous ceux qui ont vécu l'actualité de la présidentielle en 2018, le savent, ils savent pour qui M. Nietzsche faisait campagne à Douala. Et aujourd'hui, on ne peut pas donc éluder le fait que un rapprochement est en train d'être fait entre cette aile ultra radicale du parti et un autre parti que je ne citerai pas, mais que les Camerounais connaissent. Alors, Stéphane Jamin, aujourd'hui, ça va mal au SDF ou pas? En politique, rien n'est permanent. Tout bouge. Monsieur Nietzsche et monsieur aussi sont des amis de très fraîche date, du moins sur le plan politique. Ils ont fait des tournées en Europe, monsieur Nietzsche soutenant comme un petit toutou, monsieur aussi, pour le comprendre, hein, il y a de cela 2 ans et demi, lors de la présidentielle. Aujourd'hui, tout a tourné kazakh. J'apprécie beaucoup le titre de votre émission, Guerre de succession au SDF. C'est vraiment ça. Vous pointez à pic le vrai problème. Quand le 11 février, M. Froundi fait un discours, il dit qu'il ne sera plus candidat à la fonction de président du SDF. Du coup, les couteaux sont sortis des tiroirs. M. Nietzsche aspire à devenir président du parti, ambition légitime, aussi est statutairement le successeur présumé, en cas de démission par exemple, du président Dijon Froundi, puisqu'il en est le premier vice-président. Aujourd'hui, chacun se positionne. Nietzsche se fonde au prétexte la question de la lettre des sénateurs au congressman américain
sur la situation des Nozo au Cameroun pour se positionner par rapport aussi. Vous savez, nous les hommes politiques, on ne lit pas avec les yeux. On sait que derrière le dit et le non-dit, c'est systématique en politique. Nietzsche n'aurait jamais pris cette position et le sujet n'aurait jamais été happé par les médias si le chairman n'avait pas dit qu'il ne serait plus au SDF. Voilà le vrai problème. Parce que le texte sans le contexte, c'est un prétexte. Nietzsche tire un prétexte du fait qu'il y a un problème, les Américains qui écrivent avec une réponse naturelle des parlementaires camerounais. Parce que les parlementaires américains ont saisi, non pas le Parlement américain, mais Joe Biden, pour leur demander de ne pas rapatrier ou de ne plus rapatrier les exilés camerounais dans un centre de rétention. Or, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi, par quelle alchimie, ils se focalisent sur les exilés camerounais aux États-Unis? Il y a là un vrai problème. Il y a des financiers du terrorisme au Cameroun, ceux qui financent l'Ambazonie, qui se transforment en exilés politiques. On a vu ça en France, hein, je connais très bien, on a vu ça en Angleterre, dans tous les pays d'Europe occidentale, dont les soi-disant immigrés qui demandent l'asile politique, qui veulent l'étiquette d'asile politique. Parce que ça leur assure, n'est-ce pas, une certaine exigence financière. Je pense que c'est pas fini. C'est pour dire que aujourd'hui, le vrai débat qui concerne les questions fondamentales de la nation ne peut pas être submergé par les batailles de succession. En vérité, c'est ça. Bon, Nietzsche est relayé par le journal dont il est actionnaire, plus ou moins, Nouvelle Expression et Equinox, qui relaie systématiquement ses propos. Il en profite parce qu'il va être président du SDF. Moi, je pense qu'aujourd'hui, sur les 180 parlementaires camerounais, députés camerounais, il est dommage qu'il n'y ait que 62 qui dénoncent l'ingérence des Yankees. Il n'est pas normal où sont passés les 118 autres. Il faut que tous les députés camerounais dénoncent cette volonté des Yankees, des barbares américains qui ont sévi en Afghanistan, en Irak, Guantanamo. Ils ont des leçons à donner à qui? D'accord. Je pense que comme les autres 61 députés, ont bien fait de dénoncer l'émission américaine dans les affaires intérieures du Cameroun. Alors, le SDF est un parti qui a une longue expérience politique. C'est un parti qui a formé, c'est un parti qui a contribué à lutter pour l'amélioration du climat social et même du climat politique au Cameroun. Devrait-on vivre pareille bataille au sein d'une formation politique comme celle-là? Oui, il fallait s'y attendre. Mais sauf que M. Moutomé, je souhaite que le SDF retrouve des couleurs. J'ai presque envie de dire qu'on a besoin d'un SDF fort. Quoi qu'on dise, ce parti a beaucoup apporté. J'étais jeune étudiant en Europe, je peux dire que j'étais sympathisant du SDF. M. Froundi lançait des mots d'ordre de ville morte, nous on le faisait à l'étranger, des villes mortes. On l'écoutait. J'avais pas de carte, j'étais pas militant du SDF, mais je trouvais on avait besoin de liberté au Cameroun. C'est-à-dire on avait besoin de liberté. On avait besoin que les choses changent, qu'on puisse s'exprimer, que véritablement l'intelligence, la revitalité, la régénérance, l'époque des grands camarades en gandoura blanc qui faisaient un discours de 5 heures, on en avait marre. Ça, il fallait véritablement que ça change. Sauf que le SDF n'a pas pris le pouvoir. C'est un paramètre important, parce que si le SDF avait pris le pouvoir et qu'aujourd'hui, le président national du SDF était chef d'État, peut-être la crise aussi ne le vivrait pas. Donc, je crois qu'il faut aussi intégrer ce paramètre. Deuxième des choses, en fait, dans le SDF, crise de maturité. Il y a beaucoup de crises au sein du SDF. Crise de maturité pour moi. Crise de succession. Crise de résultats. Les résultats vont aller de façon décrescendo. Crise du militantisme. C'était quoi le SDF? Ils n'avaient pas besoin d'une autorisation de sous-préfet. M. Froundi a annoncé que j'ai fait une réunion à Douala le dimanche et pratiquement 4 heures avant qu'il n'arrivât, le stade et l'esplanade du stade de la réunification était noir de monde. On soumet plutôt les autorités administratives en leur disant surtout pas de provocation parce que vous allez assumer une émeute. Mais sauf que pendant le temps de vache grasse du SDF, un certain nombre de maladies va arriver au SDF. Première maladie, la violation des statuts. On va voir des gens violer les statuts dans le SDF et rien ne va arriver. Deuxième des choses, on va voir des opportunistes arriver et qui vont commencer à négliger la base militante. Parce que la force du SDF était la base militante. Quand un parti est fort, moi je suis pour la confrontation d'idées. Que deux cadres du FDS s'affrontent, où est le problème? Si la base militante est forte, eh bien il n'y a pas de gros problème.
Moi, je suis radicalement contre les partis de grands camarades. Je n'en veux plus de partis de grands camarades au Cameroun. Il faut justement que les gens réfléchissent. D'ailleurs, les grands partis se reconnaissent par la capacité à poser le débat sur la table. À poser le débat. Or, poser le débat sur la table au SDF à un moment donné équivalait pour vous recevoir le 8-2. Il y avait de fortes têtes au sein du SDF qui posaient un certain type de débat, qui questionnaient même la posture de certains cadres du SDF. Dans cette région du littoral, moi je ne citerai aucun nom. Dans cette région du littoral, on va poser la posture du président de la région et dire que est-ce que celui-ci peut tirer le SDF par le haut. La région du littoral a beaucoup donné au SDF, que ce soit les natifs de cette région. C'est-à-dire que quand je parle des natifs de cette région, c'est les départements du Vouri, de la Sanaga maritime, du Camp, ont beaucoup donné au SDF. Je ne veux pas citer de nom, mais seule une grande région comme celle-ci, on va voir. C'est-à-dire que ce président régional a d'autres intérêts. Et la hiérarchie du parti ne va pas arbitrer de façon sérieuse un certain nombre de conflits. Résultat des courses, la base militante va s'effriter, va s'étioler au point où aujourd'hui les gens veulent récupérer le sigle SDF comme les gens récupèrent le cycle UPC. Vous savez qu'aujourd'hui, vous récupérez le cycle UPC, ça peut même vous conduire à avoir un poste ministériel. Donc voilà un peu pour moi, un peu une vision de ce parti que je répète encore, on a besoin de se réinventer. Il faut absolument qu'il se réinvente. Donc on doit partir urgemment vers un véritable congrès. Alors maître Achille Ledjo, est-ce que malheureusement le SDF est, ou alors pèle, s'il vous plaît monsieur, s'il vous plaît, c'est responsable, merci. Est-ce que malheureusement le SDF est tombé dans ce qu'on appelle ses propres turpitudes? Mon cher Frédéric, retenez de prime abord qu'en politique, rien n'est statique. C'est la loi de la dynamique. Et avec ce que vient de développer le précédent orateur, je me permets, eu égard aux interventions des autres, de dire que votre plateau semble un peu équilibré. Trois hommes de pouvoir contre deux opposants, vrais opposants. Je pense que trois hommes de pouvoir. Très bien, oui, du parti au pouvoir, bien sûr. C'est-à-dire, ils sont RDPC. Très bien. Alors, pas trois hommes, c'est un RDPCiste. Oui, justement. C'est vous qui avez la parole. Mon cher Frédéric, tu as un problème. Où est là le problème? Sincèrement, le SDF n'est pas une église. Le SDF n'est pas une église où, quand elle a parlé, on ferme les yeux et on le suit aveuglément. Non. Tant que l'instance du parti chargé de trancher sur un problème donné n'a pas décidé, alors chacun est libre d'émettre son opinion. Alors, pour revenir à la question, dans le littoral, dans le SDF, qui a aimé le vice-président comme Nietzsche que les gens veulent aujourd'hui opposer. Demandez-vous d'où sort le vice-président pour se retrouver dans le lit. On n'en veut pas de vous. Et pendant la présidentielle, beaucoup parlent ce qu'ils ne s'améliorent afin que l'Ouest prenne le relais. Qui était au front? Qui était aux manœuvres? C'est le président régional Jean-Michel Nietzsche. Il faut qu'on se comprenne bien évidemment. Alors, nous ne comprenons pas comment cette signature est arrivée. Le problème, il ne faut pas que les gens qui soutiennent le RDPC nous amènent dans la flagornerie ou alors nous dévient du véritable débat. Il ne s'agit pas, chers amis auditeurs, téléspectateurs, il ne s'agit pas d'une question de souveraineté, non. Il ne s'agit pas de ça. Il ne s'agit pas d'un hypothétique interventionnisme des États-Unis d'Amérique chez nous. Non, il ne s'agit pas de ça. Notre problème, il est interne. Il s'agit d'un problème du respect des textes, des usages du SDF. Voilà tout notre problème. Alors, sur la crise SDF, relativement aux solutions. Le SDF, nous avons posé pour la crise anglophone le fédéralisme. Ils nous ont proposé le statut spécial. Nous avons parlé d'un dialogue inclusif. Ils ont parlé du grand dialogue. Alors,
Et c'est que j'ai... Est-ce que tu as le sujet qui nous concerne? Oui, c'est dans le sujet. Parce qu'on ne peut pas. Écoutez, le SDF en 2017 a demandé au régime RDPC, je veux dire les parlementaires, d'inscrire la question anglophone à les parlementaires. Le projet quoi aussi alors? C'est que j'arrive. Incroyable. Le SDF, écoutez bien, le SDF, ça veut tout simplement dire que le RDPC... C'est du camp de Nietzsche, n'est-ce pas? Non, s'il vous plaît. Je S'il suis vous plaît. SDF. Laissez-le, monsieur. Il lui reste une minute, s'il vous plaît. Vous avez des... Je veux comprendre. Non, laissez qu'il aille au bout. Et vous me posez la une question. minute, s'il vous plaît. Alors, l'on ne comprend pas comment est-ce que, même en interne, l'on n'est pas au courant d'une telle signature. Et nous-mêmes, nous la prenons sur les réseaux sociaux. Je prends à témoin ceux qui nous regardent. Allez dans le statut, je veux dire la page de M. Manenguet, regardez ce qu'il avait déjà écrit par rapport à ça. C'est-à-dire que tel que on a jeté, ce n'est pas le SDF qui a mis sur les réseaux sociaux cette pétition. Laissez-moi développer. Laissez tous les autres parler. Monsieur Limbi a pris au moins 30 minutes. Laissez-moi développer. Sincèrement. Alors, parce que quand je veux parler, vous faites les grands signes que je dois rester. Alors, je m'arrête de donner la parole aux autres. Maître de Dieu, s'il vous plaît, je voudrais qu'on soit respectueux vis-à-vis des autres. Chacun a 5 minutes. Non, exposer ce qui se passe pour les autres. Maître de Dieu, vous permettez que j'aille au bout. Vous avez déjà 8 minutes dans le temps qui nous est imparti. Merci beaucoup, Maître de Dieu. Oui, allons-y. Merci. Alors, dites pas qu'il y a la version du SDF. Je veux qu'on soit clair là-dessus. Maître Achille Lodjo nous dit qu'il n'y a pas de guerre ou il n'y a pas de querelle entre des personnalités au sein du SDF, qu'elles soient première vice-présidente ou premier vice-président ou même président idéologie du SDF, ou alors les textes de base du SDF qui semblent avoir été malheureusement touchés. Nous sommes habitués dans la scène politique camerounaise à ce type de discours hypocrite, mensonger. Ceux qui regardent des réalités, des responsabilités de ceux qui agissent. Les gens agissent, ils ont des responsabilités. Ils sont responsables des résultats qu'ils produisent. Et les gens regardent. Les électeurs regardent, le peuple observe. Il dit non, nous on va très bien, alors que tous les résultats que vous avez montrent que vous allez très mal. Nous sommes habitués à ce type de discours et on est aussi habitués à la fin des choses. C'est que ces gens qui tiennent ce type de discours mensonger et hypocrite, qui relèvent de flagonnerie. On est du camp de Nietzsche, alors on essaye de le peindre. Il ne s'agit pas de ça. Vous ne pouvez pas présenter une organisation comme une organisation disciplinée, alors que le président, le premier vice-président, prend une position, pose un acte politique public majeur, et quelqu'un qui est loin là-bas en bas, qui vient nous présenter un tableau idyllique. C'est ça qu'on appelle la démagogie. Et la démagogie n'a jamais fait gagner les gens. Et donc, il vous reste une minute, s'il vous plaît. Donc, des acteurs de ce type qui vous disent, il prend la parole, il n'a aucune qualité. Ce n'est pas devant Jamen et moi que M. Lodjo va nous dire que c'est lui qui... Là n'est pas la question. Que le SDF n'en a pas. C'est d'ailleurs pourquoi il a annoncé un mec pour avoir une position du SDF. Mais ce sera après coup. Les députés ou un groupe d'activistes américains parlementaires posent des actes. Vous venez nous dire que vous ne savez pas d'où sort la signature de votre premier vice-président à l'Assemblée nationale. Bon, que c'est sur les réseaux sociaux. Mais vous nous montrez en Mondial Vision l'état de délitement de votre organisation. Merci, parce que le plus petit des partis politiques... Merci. Lorsqu'il y a eu à l'Assemblée nationale l'idée d'une telle pétition, forcément, les députés SDF auraient dû s'asseoir pour prendre une décision. Est-ce que malheureusement, aujourd'hui, on doit pouvoir tenir en avant la querelle plutôt disciplinaire plutôt qu'une querelle d'individu? Donc, une querelle de succession. Depuis l'annonce faite par le chairman John Frondi. Monsieur Moutoumé, vous savez très pertinemment. Camerounais
qui a écouté le représentant du SDF sur ce plateau est convaincu que dorénavant, dans le SDF, il y a une profonde scission qui met en branle deux camps. Et le représentant du SDF sur ce plateau nous a déroulé un argumentaire qui nous démontre clairement que lui il est un pro-Nietzsche. Parce que lorsqu'il nous il n'a pas dit. Il n'a pas dit. Laissez-moi avoir la paternité de mes propos. Oui, mais sauf qu'il a natalité à Douala, à Nietzsche qui était allé le chercher. Comme il a expliqué si bien ici, lorsqu'il nous présente, a eu la correspondance de sa position sur les États-Unis, sur les réseaux sociaux, il a un postulat à charge contre monsieur aussi. Mais maintenant, ce que je voudrais dire, monsieur Moutoumé, nous sommes des hommes, regardons-nous dans les yeux lorsqu'on pose des actes. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez me dire que depuis 10 ans, regardez l'état de déliquescence du SDF. Est-ce qu'on ne peut pas interroger le bilan du régional du SDF, monsieur Nietzsche, lorsque monsieur Achille Ledjo, qui était face à moi en février, a perdu face à moi avec une majorité absolue? Est-ce qu'il n'y a pas lieu de ressortir par... Ok, je vais donc prendre les autres 2 minutes. Ce que je voulais... Non, pas 2 minutes, il vous reste 1 minute, peut-être à moins. Ce que je voulais donc dire concernant cette histoire est simplement clair. Nous avons vu, mais alors ça a été très rare dans ce pays, nous avons vu un parlementaire du SDF en photo, en réunion, avec des éléments de la base qui finance le terrorisme au nord-ouest et au sud-ouest. Nous avons, je pense, monsieur Brice Nietzsche, qui organise des levées de fonds de financement du terrorisme. On a compris. Après avoir été élu, on comprend très bien que s'il est pour le vote, alors il est proche des idées. Est-ce qu'aujourd'hui, une formation s'il vous plaît, qui est très bien connue. S'il vous plaît, monsieur Mandengue, est-ce qu'aujourd'hui, on est malheureusement dans une crise de succession? Chacun veut-il véritablement se mettre en avant pour pouvoir obtenir des faveurs, puisqu'aujourd'hui, la place de la présidence semble progressivement sur. Parce qu'en vérité, ce sujet est accouché par rapport à un acte majeur, comme le dit Limbi, posé par un député camerounais. Je ne dis pas député SDF, député camerounais. C'est parce que aussi, un juin, c'est juin à 61, autre député camerounais, du RDPC, évidemment, que Nietzsche profite de l'eau de pluie pour essayer de faire, si j'ose dire. S'il n'y avait pas eu ce prétexte de répondre aux parlementaires américains, sans doute qu'on ne serait pas ici à LTM TV pour débattre de ça. Le vrai problème, c'est le problème de la confusion qu'il y a entre les actes majeurs du en 2022, l'année prochaine, président du SDF. Je pense qu'il y a un boulevard. Que aussi ne doit pas faire l'affaire, que c'est lui qui doit faire l'affaire. C'est son ambition, je peux le respecter. Maintenant, admettez donc qu'il y a dans une confusion de genre. Ce que aussi a fait, il ne pense pas à Nietzsche quand il écrit, il ne pense pas du tout à Nietzsche. Nietzsche saute sur une occasion pour se positionner en interne. Je connais la genèse, n'est-ce pas, de l'arrivée de Nietzsche, de aussi à Douala. Douala Premier notamment, puisque moi-même j'étais un acteur majeur de Douala Premier. C'est pas du tout Nietzsche qui l'amène, pas du tout, mon cher Achille. Ce n'est pas du tout. Pas mes propos. Non, j'ai dit que. Tu as dit, tout le monde a entendu. Ouais, j'ai dit que. Ce n'est pas Nietzsche qui fait venir aussi à Douala Premier. Je ne vais pas entrer dans les détails. Il faut donner une mission pour ça. Maintenant, le problème majeur, c'est que aussi a eu le droit de faire ce qu'il a fait. Moi, quand je raisonne sur les intérêts qui transgressent nos intérêts personnels, si par exemple le Cameroun a attaqué Mouton, mais si vous êtes UPC, moi je suis SGF ou je n'ai pas Elimbi et MRC, excuse-moi, on fait chorus pour défendre notre image à nous. C'est ce qui se passe, frère. Il se trouve que les députés américains attaquent le Cameroun. Ils disent que les demandeurs d'asile risquent des violences s'ils rentrent chez eux. Mais est-ce qu'à Douala, les anglophones qui sont pleins ici, partout là, est-ce qu'ils ont des violences? Alors, c'est du n'importe quoi. C'est pour ça que les députés camerounais réagissent. Donc Nietzsche se base sur quoi donc pour dire que ce n'est pas normal? Aujourd'hui, on est donc dans cette affaire. C'est un parti qui a toute une histoire avec elle. Est-ce que l'histoire du SDF aujourd'hui ne peut pas permettre de reconstruire ce parti? Ben, c'est très compliqué. Parce que le SDF a connu déjà une première scission
vous vous souvenez du désaccord sur la tenue d'un congrès que portait feu père à son âme, M. Bernard Mouna? Ça a débouché en quelque sorte sur le décès d'un haut responsable de Yaoundé et une scission. Ils vont aller aux sessions claires. Pourquoi? Je ne sais pas s'il faut le dire à haute voix. Je ne sais pas s'il faut le dire à haute voix. Parce que vous avez un SDF et un de ses acteurs qui est fortement soutenu par des originaires de l'Ouest encore présents au sein du SDF. Il faut dire. Et vous avez Oshi qui, par cette lettre qu'il faut saluer, je salue véritablement l'acte pris par M. Oshi. Parce qu'à un certain moment, il faut mettre des considérations politiques de côté. D'ailleurs, c'est tout à son honneur. Et M. Nitu a compris que c'est un acte de grandeur. Il fallait rapidement, comme dit le grand frère N'Djamène, sauter dessus. Et vous avez M. Oshi aujourd'hui, qui a la base militante anglophone, qui a des problèmes à cause des problèmes dans le Nozo. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si les deux lancent une motion d'un congrès, et que l'autre arrive à mobiliser les originaires en fait de sa région, mais il a des chances de récupérer le parti. Il a des chances de récupérer le parti. Donc si les choses-ci ne sont pas bien gérées, vous aurez SDF 1, SDF 2. Parce que le SDF 1 a commencé déjà à avoir lieu, c'est-à-dire la première scission au sein de l'AFP. Au sein de l'AFP, vous avez les anciens cadres du SDF. D'ailleurs, ce problème est encore à la Cour suprême. Donc une sentence de la Cour suprême peut même retirer le SDF entre les mains de ceux qui détiennent le SDF aujourd'hui. C'est-à-dire si la Cour suprême donne raison à cela. Le patriarche Bernard Mouna est décédé laissant cette histoire. Donc vous voyez donc que c'est un gros problème. Je chute pour expliquer que, mais à une époque, le SDF raflait tout ici. Tout. Parce que le SDF était porté aussi par les natifs de cette région. Est-ce que la gestion du SDF dans cette région a été bonne? Je pose une question. Est-ce que l'élection qui va déboucher sur le régional du SDF a été une élection? Même Staline n'organisait pas ce type d'élection. C'est sérieux? On ne va pas rentrer là-dedans. Là, on ne va pas rentrer, mais est-ce que... Voilà les maladies. Alors, voilà les maladies. C'est sérieux? Maître Achille Joe, le SDF est malade. On coupe peut-être vers deux SDF finalement. L'avis de certains acteurs sur ce plateau, s'il vous plaît, monsieur. J'espère que cette fois-ci, j'aurai le temps de parole. Vous avez 5 minutes, Maître Achille Joe. Le chronomètre. Alors, 10h41. je vais dire tout simplement que je vous ai dit tout à l'heure que en politique, rien n'est statique, c'est la loi de la dynamique. C'est-à-dire ça évolue. On peut traverser des politiques, il y a des structures très solides. Là-dessus, rassurez-vous. Je comprends qu'avec la fièvre du remaniement, certaines personnes perdent la pertinence de leur argumentaire légendaire. Bon, ça se comprend. Avec des positionnements des uns et des autres, on arrive à débiter n'importe quoi. Alors, je vais le préciser 2 ou 3 choses. Je reprécise que a été un soutien incontournable pour l'honorable Joshua aussi lors de, je veux dire, pour qu'il arrive à Douala premier. Personne ne le démentira. C'est un soutien incontournable. Il a été jusqu'à la présidentielle. Il l'a toujours su. Quand on défend des choses. Non, je peux faire pareil. Vous avez dit beaucoup de contrariétés là-bas. Alors, pour ce qui est de la note, je dis que tous ceux qui soutiennent le RDPC aujourd'hui pensent que c'était un acte de bravoure et déplacent donc le débat. Le débat n'est pas celui de soutenir ou de sauvegarder la souveraineté du Cameroun. Ce matin, je suivais certaines personnes dire le Cameroun c'est un État indépendant. Cette pétition, appelons-la ainsi, cette pétition n'aurait pas dû être signée par notre député. Premièrement, sans notre aval. Deuxièmement, pourquoi est-ce qu'il est le seul député SDF à l'avoir? Est-ce que les parlementaires RDPC signeraient la même pétition si elle avait été initiée par un député de l'opposition? De 4, pourquoi est-ce que les autres députés, c'est-à-dire au moins 120 députés, ou 118 pour rester dans les chiffres exacts, pourquoi 118 députés RDPC n'ont pas signé ce Camerounais? Sincèrement, il ne faut pas embrouiller les Camerounais. Nous disons
que s'il s'agit de la crise anglophone, les parlementaires écrivaient d'abord, on vous tient tant. Si nous sommes d'accord qu'il faut neutraliser tout cela qui seraient les relais dans la diaspora du financement des ambassadeurs, alors écrivons d'abord au président. Alors, il a encore 2 minutes. Tout ce que vous avez dit tout à l'heure ne m'arrangeait pas, mon cher Célestin. Et vous avez débité des choses qui, pour moi, étaient des incongruités. Je vous ai laissé parler, par respect pour vous. Alors, Joe Biden, le président américain, et vous écrivez au Congrès. Mais, je suis d'accord avec vous. Évitons tout interventionniste. SDF a demandé au RDPC, mettons cette question à l'ordre du jour, débattons. Le RDPC a refusé. Nous pensons que cette façon avec 5 députés, c'est un peu une soixantaine de députés et d'aller quelque part faire des signatures, pour nous, politiquement, c'est incorrect et ça ressemble un peu à du clientélisme que nous disons que pour les maîtres de la péroraison. Alors, vous pouvez expliquer aux téléspectateurs comment le très puissant Asanga a eu le 8-2 dans SDF. Député chez nous. Quand vous êtes maire chez nous, vous ne vous appartenez que même si le mandat impératif n'existe pas, vous ne pouvez pas. Sachez que vous ne pouvez pas engager votre signature. C'est l'avenir politique des autres camarades que vous engagez. Je pose la question pour chuter mon cher Frédéric. S'il inonderait des messages, des posts du genre, voilà la preuve que le SDF est en connivence avec le RDPC. J'ai une preuve vivante sur ce plateau. Allez sur la bataille pour dire que l'honorable Nietzsche et quelqu'un a enfreint les textes. Je pense que au-dessus de leur statut de grand camarade. C'est trop ce qui se pose actuellement. Messieurs, s'il vous plaît. Messieurs, s'il vous plaît. Il nous reste très peu de temps et je voudrais bien pouvoir capitaliser bien en réponse à cette espèce de dissonance entre ces deux hauts cadres du parti. Ce que ça va produire. Parce que moi, j'ai comme l'impression que le grand camarade, la haute autorité qui veut faire un passage en force, qui est soutenu, qui ramène ses troupes, dont on risque de rapidement entre la collision entre le SDF et le RDPC. Je veux dire que quand il y avait des grands congrès du SDF, il y avait, voyez plus. C'est-à-dire qu'on voyait M. Grégoire Ona qui arrivait. Si quand certains... Ona a été invité une fois pour lui présenter comment est-ce qu'on... Je ne parle même pas de l'accueil. Je t'ai dit que l'accueil et ceux qui côtoient constatent qu'effectivement les relations sont au beau fixe. Donc on ne va tromper personne là-dessus. Mais ce qu'il faut dire véritablement sur le SDF, mais un certain nombre de cadres, mais ils ont le cœur ailleurs. C'est-à-dire qu'ils se mêlent même des affaires d'un autre. On a même l'impression qu'ils militent déjà, qu'ils cotisent, quand vous attaquez même... Donc il faut régler ce problème. Il faut absolument régler ce problème. Vous ne pouvez pas être dans un parti, mais avec le pagne d'un autre parti et tout, ils sont là, ils festoient. Non. Donc le SDF doit se doter d'une ligne politique. Donc, quand M. Lodjo, je le comprends, c'est pour ça que j'ai commencé mes propos en disant qu'on a l'allure où vont les choses. Vous risquez d'avoir, si jamais vous débouchez à un congrès, à deux motions qui s'affrontent, parce qu'on sera pratiquement à 3 ans, si les dates sont respectées de la présidentielle. S'il vous plaît, monsieur. Maître, je dis une scission. Il sera 3 ans d'une élection majeure. Doit-on s'attendre à ce que d'ici le 13 ou le 13 à ce NEC, soit en faveur de l'un ou en faveur de l'autre, sans véritablement mettre tous ceux qui nous ont écoutés ici, moi je tiens déjà à féliciter M. Lodjo, parce que M. Lodjo nous a livré ici un ce qui sera reproché à M. aussi lors de la rencontre du NEC. Parce que dans sa position, Lodjo prend la parole, il ne nous parle que de aussi, du début jusqu'à la fin. Mais bon sang, bon Dieu. Je voudrais rappeler ici que, avant d'être de raisonnement, je vais plus loin. J'ai comme l'impression que cette fixation, parce que M. Achille, cette lettre des parlementaires, des 61 ou 62 parlementaires,
Je vais vous poser une question toute simple. Sauf que vous sortez de ma question. Donne un autre nom. Vous permettez que je continue? Oui, donne un autre nom. Maintenant, donc, pour C'est donc ça le revenir, problème. Parce qu'il a signé. pour revenir donc à la question que Parce vous qu'il avez a- posée, cancérigène a déjà pris. Il veut prendre une décision. Vous vous souvenez, vous nous avez invités ici il y a 3 ans. J'indiquais il y a 3 ans, monsieur, laissez-moi aller au bout de ma parole. Oui, mais ça peut J'indiquais rester 30 il y a secondes. 3 ans que le SDF, dans ces localités premières, lorsque monsieur Foundi avait décrété un de se dessiner par les pro-Lejo qui ne peuvent pas nous dire, monsieur Lejo ne peut pas nous Si vous indiquer pouvez dire que ici je- que lorsque nous secondes. parlons de le procès de monsieur aussi, pensez aussi à faire le bilan de monsieur Nietzsche qui est en train de vendre ce parti doit-on aux extrémistes du MSI. Doit-on s'attendre à d'un congrès en 2022, 3 ans avant peut-être la présidentielle, si le calendrier est respecté, mais aujourd'hui, il faut des... me fait rigoler. Parce qu'il y a bien longtemps, le SDF, et je l'avais aussi dénoncé en 2012, M. Ouna était là. Non pas pour qu'on lui présente un bulletin unique, qui était l'une des mesures phares proposées par le SDF. Et nous, bienvenue les amis. C'était à l'affiche du messager. Contre Ouna et contre le SDF de manière un peu sous-marine, en disant que, mais attendez, il ne peut pas venir ici narguer les gens. Je demande au chairman de faire un discours politique d'opposant quasiment. Je dis, monsieur le président, ce n'est pas normal. Nous sommes censés être un parti d'opposition. Il serait mal vu, il fait quand même un discours politique, ce qu'il n'avait pas prévu de faire, sous ma pression. Dans cette collision-là, les prémices déjà, et l'article 9, le mandat impératif est nul. Donc, c'est un député, un représentant du peuple, qui se joint à le jeu. C'est quoi? C'est parce qu'il serait 2 ou 3 députés SDF, il n'y aurait pas eu de ramdam. Mais puisqu'il est le seul, on lui demande l'autorisation, il fallait qu'il demande l'autorisation pour signer cette lettre. Mais à qui voulez-vous qu'il demande l'autorisation? D'ailleurs, je vous dis une chose, peut-être. Nietzsche, le chairman, a toujours pensé que c'est son droit, même si ce n'est pas statutaire. Meurt définitivement, que des gens comme ça le tuent obsèques. et consommer entièrement leurs bêtises et ne pourront plus se passer comme ça. Le clientélisme que M. Nietzsche a développé a dérivé. Ce verset biblique où le roi Salomon demande à Dieu 2 choses. La même chose que je demande aussi. Ne me les refuse pas avant que je meure. C'est bon. Merci. Achille Ledjo, savez-vous qu'on va conclure cette émission, mais ainsi, qui s'est tenue toujours à Yaoundé il y a quelques semaines? Bon, dans tous les cas, je dirais que ce n'était pas un nec arrive et que l'on puisse véritablement repartir sur des bases solides et les fondamentaux du ministériel. Non, je pense que la position libérale... Hors sujet, hein. S'il vous plaît, laissez-le parler. Vous allez beau crier, enlever le toit de ce studio, mais la vérité reste implacable. À travers les réseaux sociaux, ça veut dire que c'est les gars du RDPC qui ont balancé ça dehors, ou alors les ennemis de... Apparemment. Dans tous les cas, avant ça, personnellement, je n'étais pas au courant. Alors, ce qui se passe, c'est que moi, quand vous regardez... Non, laissez-moi parler, s'il vous plaît. Quand vous regardez de l'autre côté, vous posez la question de savoir est-ce que les députés RDPC signeraient la même pétition si elle avait été initiée. Laisse-moi parler, dis donc, laisse-moi parler. Laisse-moi pour toi. Laisse-moi parler. Et tu viens de Laisse-moi parler. Occupe-toi de ton Vous avez vos 2 minutes. C'est lui qui a sa femme. Mais c'est lui qui a sa femme. en 2020. Je te rappelle je suis contre SDF. Maître. Au-delà de tout SDF, quand cette note est sortie, Nietzsche a réagi. Après, en face de moi, à Douala 2e, il n'était sur aucune liste. Ok. Tu n'as pas compris donc, c'est pour te dire tu n'as pas pris la raclée de ce soir dans le cadre de ce programme. Merci d'avoir contribué, d'avoir participé à ces... S'il vous plaît, monsieur, merci. Merci, s'il vous plaît. Merci, Maître Ledjo. Maître Ledjo. Merci beaucoup. Maître Ledjo, beaucoup. On va conclure l'émission sur ce temps qui est assez difficile, mais on va pouvoir le tenir. Merci à vous tous, messieurs, d'avoir contribué à partir. On pourra malheureusement parler tous les SMS ce soir. On va malheureusement terminer ce programme avec cette tension assez particulière.